Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Changer de regard sur la maladie. Aujourd'hui, je reçois Marion qui va nous parler de son parcours avec l'endométriose. Marion, je te laisse parler de ton parcours. Quand est-ce que ça a commencé? Alors déjà bonjour Mathilde, merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet-là avec des personnes aussi bien concernées que celles qui ne le sont pas, parce que c'est toujours un sujet enrichissant. Pour ma part, c'est l'endométriose a un peu toujours fait partie de ma vie, puisque dès que j'ai commencé à consulter une gynécologue à partir d'environ 16 ans, des douleurs étaient déjà présentes et j'ai une gynécologue qui, malgré son âge assez avancé, était relativement au courant du développement des maladies un peu plus modernes comme l'endométriose. Et en fait, elle y a toujours pensé par le fait que j'évoquais souvent voilà, des grosses douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports, des pertes assez abondantes. Et en fait, elle m'a tout de suite, dès mes 16 ans, orientée vers des infrastructures médicales pour passer des examens d'imagerie. Donc déjà à 16 ans, j'ai passé une échographie vaginale qui n'a rien démontré. Et donc, je suis restée dans cette ignorance pendant environ 7 ans. Et tous les ans, à toutes les consultations gynécologiques que je faisais avec elle, elle me disait, mais c'est quand même fou parce que tu as littéralement tous les symptômes d'une endométriose. Donc, c'est pour ça que ça a un peu toujours fait partie de mon quotidien. Et je pense que instinctivement, je m'étais toujours préparée à l'idée que le diagnostic tomberait un jour. J'ai toujours eu ce sentiment que cette maladie était quand même un peu comme une épée de Damoclès en fait au-dessus de la tête en se disant bah c'est tellement évident que voilà. Alors après, moi qui fais confiance à la médecine, je me disais bon bah c'est voilà, si on voit rien sur les imageries médicales, c'est qu'il doit rien y avoir. Et comme je connaissais pas non plus grand-chose, je ne savais pas que des imageries pouvaient ultérieurement se révéler en fait positives à cette maladie sans pour autant que ça ne soit visible les années d'avant. Et donc, en 2023, j'ai repassé alors cette fois une IRM dans un centre spécialisé dans les douleurs de la femme, qui, pour la première fois, ils m'ont dit c'est équivoque. Donc, sur le coup, je savais pas trop comment me positionner. Et en fait, ils m'ont dit qu'il y avait la présence d'un certain liquide en faible quantité à un endroit particulier. Qui est censé révéler, alors qui parfois peut se manifester en présence d'endométriose. Mais c'était tellement léger et c'était tellement peu perceptible qu'ils m'ont dit, je ne peux pas, à ce stade-là, te faire un compte-rendu médical qui atteste de cette maladie-là. Donc, je suis restée à nouveau avec cette ignorance, malgré des symptômes voilà, qui s'accentuaient. Et à partir de septembre, octobre, novembre 2024, devant tous les symptômes qui m'arrivaient un peu en cocktail. Voilà, la vraie déflagration symptomatique, là, je me suis dit, bon, je pense que je vais reconsulter, sachant qu'elle m'avait dit que d'ici un an, il faudrait peut-être repasser une IRM pour voir si ça n'avait pas évolué. Et là, pour le coup, le 15 novembre 2024, donc c'est quand même assez récent, j'ai enfin eu le diagnostic d'endométriose, donc avec des lésions au torus utérin et au ligament utérosacré, donc endométriose profonde. Euh, et donc voilà, ça fait quand même que 3 mois, 3, 4 mois là que j'ai ce truc-là qui m'est arrivé. Mais pour répondre à ta question de manière plus résumée, l'endométriose, voilà, ça fait 7 ans en fait qu'elle est un peu présente et j'ai cru comprendre d'après les statistiques médicales que c'est à peu près le temps moyen pour diagnostiquer cette maladie-là. Donc ça ne m'étonne pas plus que ça. De ce que je peux moi avoir comme témoignages, les témoignages que j'ai faits avec Chloé et Mila, c'est ce qu'elle disait aussi. La chance que tu as eu au début, c'est que tu as eu un médecin qui connaissait cette maladie et donc t'a pas laissé dans le flou totalement. En fait, elle était en recherche parce que ça se voyait pas au départ. Et donc tu avais une idée de cette maladie. Tu étais déjà prête quelque part à l'annonce du diagnostic. Oui, et clairement, c'est ce que je voulais souligner là dans la présentation. Contrairement à beaucoup de femmes dont j'ai pu avoir certains échos, des femmes qui se sentent souvent abandonnées dans le parcours avec des médecins qui comprennent pas forcément, voire des médecins qui appuient même ce sentiment de dire bah c'est psychologique, c'est le stress, c'est c'est beaucoup de choses. Moi, je suis tombée tout de suite sur une gynécologue qui y a pensé. Et pourtant, je te dis, c'était quand même une gynécologue, enfin, je sais pas, elle doit avoir au moins 60, 65 ans. Donc, on peut s'attendre à ce que, voilà, des médecins de cet âge-là connaissent pas forcément une maladie qui a une résonance plutôt moderne.
Et en fait, moi, ça a toujours été un super accompagnement. Et elle rechignait jamais. Tous les ans, je revenais avec les mêmes douleurs, voire pire. Et tous les ans, elle me renvoyait faire une imagerie médicale. Tous les ans, elle me renvoyait faire une IRM. Tous les ans, elle me renvoyait voir un échographe pour recontrôler, en fait, parce que ça lui paraissait tellement évident. Enfin, c'était tellement tout coordonné tellement avec cette maladie-là qu'elle s'est dit, mais c'est pas possible, on passe forcément à côté de quelque chose. Sauf que on savait pas forcément à ce moment-là que des lésions pouvaient exister sans pour autant qu'elles soient visibles en fait sur les imageries. Mais en l'absence de toute constatation concrète, en fait, forcément qu'on mettait rien en place et on pouvait pas forcément arriver à ce constat de maladie. Voilà. Mais ça, pour le coup, c'est une chance que j'ai eue d'avoir toujours des médecins et même là récemment, après le diagnostic. Je suis allée chez mon médecin généraliste qui m'a orientée vers une gastro-entérologue. Pareil, un très bon médecin qui a tout de suite compris, qui savait vers qui orienter, sans pour autant me dire oui, bon, bah, faites avec, quoi. Parce qu'on en voit quand même des médecins qui disent ça. Et moi, pour le coup, ça a vraiment été une chance parce que je pense que se sentir délaissé par le corps médical peut rajouter à la souffrance déjà qu'on a. Et au niveau de ton entourage, tu étais soutenue? Oui, extrêmement soutenu. Ça aussi, je pense que voilà, il y a eu des symptômes qui m'ont vraiment pourri la vie, mais il y avait aussi des richesses dans ce dans ce parcours-là. C'est qu'au niveau de l'entourage, vraiment, c'est même eux qui, au-delà de moi, me poussaient à aller consulter en fait, parce que moi, au bout d'un moment, j'ai fini par dire, bah écoutez, ça fait 7 ans que ça fait 7 ans que je cherche, ça fait 7 ans que je me soumets à des examens, on trouve rien. Bon bah, je pense qu'il est temps de faire le deuil, quoi. Enfin. Et moi, je me disais, bon, bah, écoute, je vais vivre avec et tout ça. Et en fait, même là, en septembre-octobre, quand ils ont vu vraiment l'état dans lequel j'étais, ils m'ont dit, mais tu ne peux pas rester comme ça, il y a forcément quelque chose. Donc ça, pour le coup, ça aussi, c'était une vraie richesse. Et puis maintenant, avec le diagnostic, c'est des gens qui sont enclins vraiment à m'aider dans la transformation du quotidien. C'est-à-dire que quand je rentre chez mes parents, ils adaptent l'alimentation. Si j'ai des médicaments, ils les ont achetés en double pour que j'évite d'amener les miens. Donc non, c'est vraiment ça pour le coup, c'est un vrai atout dans ce parcours-là. Parce que c'est une maladie qui, on en parlera, je pense, après, mais qui pour moi aussi est très mentale. Et d'avoir un entourage aussi présent, c'est une bonne chose. Ouais. Par rapport aux rencontres que tu as faites, dès le départ, tu étais plutôt dans un bon état d'esprit ou non par rapport à cette maladie? Du fait que tu sois tombé sur le bon médecin, comme pour d'autres, c'est beaucoup plus chaotique. Tu vois, c'est la première fois que j'entends ça, ce témoignage-là. Donc, je voulais savoir ton état d'esprit à la base. Je pense que enfin, je vais me considérer comme étant neutre. En fait, j'étais pas paniquée par cette maladie. Ouais. Peut-être parce que j'avais des symptômes, mais clairement, ils n'avaient pas atteint l'intensité qu'ils ont atteint en octobre-novembre. Mais j'avais des symptômes qui étaient quand même relativement supportables. Le fait d'être soutenue aussi, on se disait, bah voilà, ok, même si j'ai mal, même si j'ai pas été diagnostiquée, l'entourage cautionne le fait qu'il y a cette douleur et donc on peut aussi ralentir sans avoir besoin de se justifier. Ou donc ça, c'est une maladie qui n'a jamais vraiment impacté mon quotidien et donc je pense que j'étais absolument pas traumatisée. Si on me l'a diagnostiqué, tant mieux pour moi, limite parce que je me disais au moins je verrai que j'ai pas mal pour rien. Si on me la diagnostique pas, en soi, je pense que je peux faire avec. Donc, je pense que j'ai jamais accordé trop d'attention à ça, ce qui fait que je n'ai attiré ni panique ni positivité en fait. Et en dehors de ça, j'ai été très en paix avec moi-même sur le terrain gynécologique, je pense. Et puis j'avais un médecin qui était, bah voilà, comme je viens de le dire, qui était quand même très ouvert. C'est une femme hyper agréable en plus. Donc j'ai jamais développé un rejet en fait de cette sphère-là. Maintenant, après le diagnostic, bon, c'était un moment où les symptômes étaient quand même très prégnants. Et je pense que je suis passée par plusieurs phases sur lesquelles je pense qu'on reviendra aussi. Des phases plus négatives au départ, quand on se rend vraiment compte de ce que ça recouvre, de la réalité des douleurs, etc. Donc là, pour le coup, j'étais peut-être dans
dans une humeur plus négative. J'avais un contexte personnel qui était aussi plus compliqué. Et donc, je pense que les deux ont fait que c'était plus difficile à supporter. Et puis il y a eu ce déclic de se dire, OK, mais je peux pas rester comme ça des années. Mon but, c'est pas de me victimiser comme ça pendant X temps. C'est de prendre les choses en main. C'est de essayer d'essayer de voir la douleur un peu plus positivement, même si c'est compliqué. Et à partir de là, je pense que j'ai vraiment entamé la spirale positive, quoi. C'est vraiment important que tu aies eu de bonnes bases en fait au niveau de l'accompagnement, notamment avec ta gynéco. Ah, mais ça c'est clair. Et puis il y avait aucun tabou, il y avait pas. Elle me posait des questions, je sais que je pouvais répondre hyper librement. Et de savoir que elle derrière, elle cherchait un peu plus loin aussi, parce que bon voilà, on entend souvent, bah c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est normal d'avoir des règles abondantes, c'est normal. Donc on se dit ok, c'est normal. Et puis elle a compris en fait au-delà de mes mots presque. Je pense elle a senti plus qu'autre chose parce que moi j'arrêtais pas de me justifier en disant non mais de toute façon c'est pas grave. Oui bon j'ai mal mais ça va passer. Et je pense qu'elle a compris d'elle-même en fait que c'était pas si normal que ça. Quand bien même moi de façade j'essayais de dire non mais ça va aller. Donc là pour le coup elle a été plus fine. C'est précieux un médecin comme ça, Mm. vraiment, et Ouais, tout oui, ça bah, longtemps. je redoute le moment où elle va partir à la retraite parce que ça devrait pas tarder, mais voilà. Et comment tu t'es sentie quand le diagnostic est tombé? C'est C'était assez paradoxal, mais je pense que contrairement à beaucoup de femmes, ça va peut-être parler à certaines et d'autres qui vont se dire, mais comment ça? Moi, je me suis sentie hyper soulagée. C'était pour revenir un peu sur les symptômes aussi, parce que on n'en a pas forcément parlé tant que ça. Moi, c'était vraiment des grosses douleurs pelviennes qui avant étaient très localisées au moment des règles, et en fait, ça s'est généralisé à un peu tous les moments du cycle, tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme ça que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui dysfonctionnait, parce que avant mal, pendant les règles, je me suis dit, bon, ok. On est tous plus ou moins sensibles à la douleur, on a tous une résistance, on a tous mal plus ou moins, et donc ça pouvait encore pour moi rester dans le domaine de l'acceptable, si c'était restreint à ce moment des menstruations. Et en fait, quand ça a commencé à envahir le reste des jours et des nuits, là je me suis dit, ok, ça commence à devenir particulier. Et en fait, ce qui a vraiment mis la puce à l'oreille depuis, je dirais depuis une bonne année et demie, ça nous trotte dans la tête un peu à tous, c'est qu'à partir de juin 2023, j'ai commencé à perdre du sang, comme ça, de manière complètement inopinée. Ça m'a duré 50 jours non-stop. Donc là, vous commencez vraiment à paniquer, à fatiguer aussi, parce que forcément, ça fatigue. On m'a changé de pilule en pensant que c'était la pilule qui était plus adaptée. Ça s'est un petit peu calmé. C'est revenu 3 mois après, mais ça a duré un jour ou deux, sans plus. Mais on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui déraillait, quoi. Et puis là, à partir de septembre-octobre 2024, ça a été tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant, je sais pas, 2 mois et demi. Et j'ai tenu sans aller consulter parce que, bon, voilà, le contexte personnel faisait que c'était un peu compliqué. Mais au bout d'un moment, quand ça s'est un peu apaisé, je me suis dit, mais c'est c'est pas possible de rester comme ça. Et en plus, j'avais des troubles digestifs que je n'avais pas avant. J'avais des migraines, enfin bref, j'avais beaucoup de choses. Et en fait, c'est moi qui ai pris rendez-vous pour aller faire une IRM parce que la gynécologue m'avait donné une ordonnance en prévision, en me disant si ça s'aggrave, vous avez déjà l'ordonnance et vous pouvez y aller, sans même revenir me voir. Donc, j'ai utilisé cette possibilité-là et en une semaine, j'avais le rendez-vous pour l'IRM. Et alors, comme il a, moi, j'ai mon rendez-vous en à peu près 35 minutes, ce qui m'a paru un temps un peu interminable. Et en même temps, je me suis dit, non, mais comme d'habitude, de toute façon, ça va me revenir négatif, quoi. Donc, je vais repartir avec cette incertitude plus. Mais là, encore pire, parce que pour le coup, ça a impacté vraiment le quotidien. Et je me suis dit, mais si c'est pas ça, je ne sais pas ce que je fais. Je, là, je serais complètement démunie, quoi. Et ça sort presque de la sphère gynécologique, parce que dans ce cas-là, si c'est pas l'endométriose, on peut partir sur beaucoup d'autres choses. Mais donc, ça voulait dire une foule de médecins derrière, en sachant pas vraiment où aller. Donc, quelque part, c'est pas que je priais pour que ce diagnostic arrive, mais tu vois, c'était quand même de se dire, bah, en fait, ça mettrait enfin une réponse sur beaucoup de choses, quoi. On se met aussi dans l'idée que c'est de notre faute, que bah voilà, c'est nous qui avons une résistance à la douleur plus faible, que bon bah voilà, on est usé, on est fatigué, on est plus faible,
Ou alors des gens qui vous disent, mais c'est le stress. Ah oui, mais bon, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, mais voilà. Et en fait, quand on m'a appelé pour dire le diagnostic, on m'a envoyé dans la petite salle, comme tout le monde, là, pour discuter avec le médecin. Et en fait, ce qui a été très particulier, c'est qu'elle ne m'a pas mis le mot endométriose tout de suite. Elle m'a demandé quels étaient les résultats de l'échographie qui était réalisée un an avant. Donc, je lui ai parlé de cette présence du liquide là, qui était présent en faible quantité, mais on savait pas trop ce que ça voulait dire. Elle m'a dit, mais non, mais là, je vois une atteinte au ligament. Et en fait, moi, de manière très rationnelle et très médicale, quoi, je me suis dit une atteinte au ligament, un peu comme on pourrait avoir une atteinte au ligament des genoux, des chevilles, enfin, une atteinte beaucoup plus physique, beaucoup plus presque, comment on appelle ça, robotique, enfin, mais pas du tout en termes de lésions d'endométriose. Et elle me dit, ah non, non, mais là, il y a des lésions au ligament hétérosacré, au torus utérin, et je dis, ah bon, mais on fait quoi de, on fait quoi de ce truc-là? Et en fait, elle m'a dit, ah bah, allez voir un spécialiste d'endométriose. Et en fait, c'est quand elle a dit ça, je me suis dit, ah non, mais attendez, on parle de quoi? Parce que ça, pour le coup, c'est peut-être ce qui m'a un petit peu refroidi sur le moment. Je me suis dit, bah, prends 5 minutes et pose-moi le mot. Parce que là, en fait, on était limite entre deux portes en me disant que j'avais une lésion sur les ligaments, quoi. Donc, moi, je suis pas médecin, j'ai pas de notion forcément de tous les organes du corps humain. Et en fait, c'est moi qui ai posé la question, qui ai dit, mais attendez, je suis atteinte d'endométriose. Et elle m'a dit, ah oui, l'endométriose profonde. Donc là, vraiment, j'ai compris. Et en fait, elle m'a dit, bah, je vous renvoie chez vous avec les images. Et sur le moment, bah, bon, un peu, je te dis, c'était plus de la confusion par rapport à cette situation que au départ, je pense, que j'avais mal compris. Et puis en fait, après, avec 5 minutes de redescente, on se dit, ah, ok, qu'est-ce que ça implique? Mais sur le coup, je pense que le seul truc que je me suis dit, c'est enfin, 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 ce n'est pas moi qui suis folle, ce n'est pas moi qui invente des douleurs, ce n'est pas moi qui extrapole en fait, c'est pas moi qui suis faible, c'est pas moi qui déraille quoi. Il y a vraiment une réponse du corps qui fait qu'il y a une explication plus physique que simplement c'est le stress, que simplement c'est la fatigue, que simplement c'est le sort des femmes de souffrir, qui était une explication qui me convenait pas en fait. Et c'est plus facile en fait après dans le suivi médical de venir voir un praticien et de dire voilà, j'ai tel truc. Parce qu'après on peut beaucoup plus s'orienter alors que moi je me dis mais si c'est pas ça, je vais me pointer chez je sais pas qui, je sais pas quel médecin en disant bah voilà ce qui m'arrive, mais en soi, bon, je sais pas trop. Alors que là, quand on arrive avec une maladie précise, c'est plus simple, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, puis ça permet aussi de t'orienter vers une prise en charge. Ben oui, parce Et que tant qu'on sait pas, moi je me rappelle avoir vu mon médecin généraliste même un mois avant, et il me disait mais tant que je sais pas, en fait, je fais rien. Ce qui est normal. Enfin, je veux dire, c'est une bonne réponse de rien donner en termes chimiques de médicaments tant qu'on sait pas. Mais c'était tellement lourd les symptômes. Je me suis dit, mais si pendant 6 mois on me donne rien, mais je vais mourir avant. Enfin, j'exagère, mais Et quelle a été la prise en charge après? Qu'est-ce qu'ils t'ont proposé? alors rien. C'est non bah après bon, j'ai quand même rappelé ma gynécologue que j'avais vue le matin même, mais elle m'a pas demandé de revenir forcément la voir. Mais je suis retournée de moi-même chez le médecin généraliste parce qu'en fait, c'était plus par rapport aux troubles digestifs que j'avais. J'avais eu une crise en mars-avril 2024, donc j'avais pas été diagnostiquée à ce moment-là. Et on m'avait un peu étiqueté syndrome de l'intestin irritable. Et c'est revenu en septembre-octobre, mais bah voilà, il était quand même impuissant face à ça. Et je me suis dit, avec ce diagnostic en plus, peut-être que ça va l'orienter vers quelque chose. Moi, j'y connais pas plus que ça, mais peut-être que d'avoir l'endométriose, ça génère une inflammation de la zone. Peut-être que il est peut-être plus à même maintenant de comprendre ce qui se passe dans cette sphère-là, même si j'étais à peu près convaincue que c'est pas le médecin généraliste qui allait me résoudre l'endométriose. Enfin, je parle pas de résoudre au sens guérir, mais qui allait m'orienter vraiment. Et donc, il a rien voulu faire encore. Alors, il me parle d'endométriose digestive, qui est une hypothèse qui est encore à ce jour considérée. Je me fais opérer le 1er avril pour avoir un peu plus d'informations là-dessus.
Mais du coup, dans l'attente, comme d'habitude, bah, tant qu'il sait pas, il veut rien donner comme médicament. Donc, il m'a envoyé vers un gastro-entérologue au moyen d'un courrier qui oriente la patiente vers tel praticien, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué d'avoir un gastro-entérologue. Enfin, il faut dans tous les cas une recommandation du médecin généraliste. Donc, dans tous les cas, c'était mon passage obligé. Et en fait, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que les délais, c'était 4 mois et demi, quoi. Donc là, je me suis dit, bah, c'est une catastrophe. Catastrophe. Parce que j'étais trop mal, vraiment, au niveau digestif, mais en fait, je mangeais plus. J'avais mal du matin au soir, à chaque repas, c'était toujours pire, tous les jours, c'était de pire en pire. Les pertes de sang, c'était de pire en pire. Et je me suis dit, mais en fait, si on me laisse comme ça 4 mois, je ne vais pas tenir. Je vais faire une overdose avant. Et donc, j'ai appelé le cabinet du gastro-entérologue et en fait, ils m'ont, devant mes supplications et les recommandations du médecin généraliste, ils m'ont trouvé un rendez-vous le 21 janvier, mais donc c'était quand même un délai de 1 mois et demi, il me semble, à ce moment-là. Mais 1 mois et demi, je me dis, bon, ça le fait. On va essayer de tenir 1 mois et demi. C'est Mais toujours c'est long. pas 4 mois, mais c'est toujours moins long. Mais c'est quand même 1 mois et demi et en fait, je savais pertinemment que j'aurais rien avant ce rendez-vous-là. J'avais beau appeler des spécialistes d'endométriose, ils me disaient je ferai rien tant que j'ai pas le retour de la gastro-entérologue. Le médecin généraliste, ça servait à rien de revenir. Donc j'avais pas ces rendez-vous-là. La sphère gynécologique, oui, je suis en contact avec ma gynécologue toutes les 2 semaines à peu près, je pense. Mais on met rien en place en fait. Tant que, alors déjà, c'est pas la gynécologue qui met en place des traitements qui sont plus poussés, du type traitement hormonal, des choses comme ça. C'est vraiment, moi, elle m'a demandé de me tourner vers un spécialiste d'endométriose pour ça. Mais tant que j'avais pas ce rendez-vous-là, je ne pouvais rien faire. Donc, alors après, moi, ce que je vais te dire là sur le parcours médical, il est quand même assez restreint parce que j'ai quand même été diagnostiquée il y a 3 4 mois. Donc, j'ai pas encore eu le temps de voir beaucoup de praticiens. Mais c'est ce qui m'a aussi permis de me dire, OK, bah, là, pour le coup, t'es toute seule pendant 1 mois et demi parce que, mais t'es pas toute seule, enfin, je veux dire, c'était pas volontaire de leur part, mais t'es soumise à des délais. Donc, tu as 1 mois et demi à tenir, tu fais quoi? Là, pour le coup, on se retrouve confronté à soi-même, quoi. Et Et c'est comme ça que je me suis tournée vers toi, vers un développement personnel plus, en me disant, bah, écoutez, si je peux pas travailler sur mon corps, je vais travailler sur ma tête, quoi. l'attente qui a été le déclic, parce que tu voulais pas attendre justement, tu voulais pas rester dans cette situation-là. Tu avais besoin d'en Non, sortir. bah, ouais, non, alors je voulais pas, mais je ne pouvais pas. C'était, bah, enfin, moi, mes proches me le disaient, ils me disaient, mais en gros, tu dépéris de jour en jour. Enfin, ça se voit. La prise de sang montrait une anémie sévère, le fait de plus manger, enfin, c'était une cata, quoi. Je me suis dit, en plus, je prépare un concours quand même en parallèle. Je peux pas me permettre de pas manger, de pas, d'être complètement fatiguée, voilà. Tout à Je me fait. dis, je ne peux pas. Je ne peux pas attendre 4 mois, c'est pas possible. Et donc là, on se dit, bah ok, je fais quoi? Et bah on se tourne vers des alternatives. Et Voilà. c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est c'est rencontré, c'est un peu la rencontre qui a changé le tout. Mais oui, en fait, et pour le coup, alors là, c'est ma mère qui m'a envoyé te voir. Parce qu'elle était suivie pour des problèmes de peau et elle m'a dit mais je crois qu'elle traite quand même de l'endométriose, tu pourrais peut-être aller voir. Et moi, de manière un peu, mais voilà, à l'époque, j'étais vraiment, je pense que j'étais trop éreintée en fait par tout ça. Et je me suis dit, oh non, mais en fait, et puis je me voyais déjà enchaîner les rendez-vous médicaux. Je me suis dit, oh là là, mais je vais me lancer dans un truc, c'est pas possible. En vrai, j'attendais presque une solution qui me tomberait du ciel, tu vois. Mais devant les symptômes, je me suis dit, ok, bah, je crois que j'ai pas le choix. Enfin, si je veux essayer de m'en sortir un minimum, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, je me suis dit, bah, écoute, je vais tester les médecines alternatives. Et ça a changé ça a changé le parcours, quoi. Donc là, maintenant, je reprends le parcours avec quand même la gastro-entérologue, le gynécologue. Je me fais opérer le 1er avril, quand même. On continue le parcours médical, mais je pense que c'est l'aide qu'il me fallait, en tout cas, pour relancer la machine. Pour relancer la machine de l'espoir, surtout. Parce que là, j'avais quand même perdu, j'avais perdu la foi, quoi.
Je me dis, mais je ne vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir, ou alors, voilà, avec un traitement qui va prendre du temps, donc j'en ai encore pour plusieurs semaines. Enfin, on s'imagine un peu une boucle infinie, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Bah, après, oui, ça peut aussi prendre du temps. C'est vrai qu'avec toi, c'est allé assez vite. C'est vrai que ce qui est très bien, je suis très contente pour toi. Ah oui, c'est moi. Mais ouais, parce que ça peut prendre du temps aussi. Puis ben, le temps des fois de chercher, on peut un peu tâtonner pour voir ce qui correspond le mieux à la personne, que ce soit en naturopathie ou en médecine. Et bon, bah, là, c'est super bien tombé pour toi. Ouais, bah, je pense que là, pour le coup, après avoir retrouvé un peu d'espoir, je pense que j'ai adopté une attitude aussi super proactive. Je suis aussi suivie par un psychologue parce que dans cette maladie-là, c'est aussi l'aspect psychologique. Et encore, il y a 2 semaines, il me dit, je sens que vous avez vraiment une envie de vivre, quoi, vous avez vraiment cette motivation. On sent qu'il y a cette soif d'avancer, quoi. Et je dis, mais totalement. Enfin, alors il y a des moments où c'est plus, voilà, ça reste plus compliqué. Je vais pas idéaliser le tout non plus. C'est pas la magie qui tombe du ciel. Mais je me voyais pas rester indéfiniment dans cet état de, non mais j'y arriverai jamais. C'est pas pour moi. Donc ça m'est arrivé. Ça dure un temps. Et puis après, on se dit, non mais là, on avance, quoi. Oui, mais après, c'est normal aussi, parce que c'est bon, c'est certaines phases difficiles. Donc après, c'est un peu les montagnes russes au niveau émotionnel. Oui. Et comme quoi, c'est important de travailler sur les différents aspects. Donc autant physique par la médecine, en naturopathie, bon, on a fait les deux, émotionnel, physique, et avec le psy, toute la partie émotionnelle. Là, tu Oui. as un trio Ben vraiment moi, important. ouais. Mais c'est ce qui m'a sauvée, hein, parce que je pense que je me serais concentrée sur le physique. J'aurais pas réussi pour plusieurs raisons. C'est que le physique, pour moi, n'était que souffrance à ce moment-là, enfin, surtout en novembre-décembre. C'était que souffrance. Et donc, pour moi, me concentrer sur le physique, c'était me concentrer sur la douleur. Et se concentrer sur la douleur, ça a des bénéfices dans le sens où voilà, ça nous permet d'analyser les choses, hein. On peut difficilement aller voir des médecins si on comprend pas, enfin, si on n'est pas capable d'expliquer ses symptômes, la récurrence, la gravité, etc. Donc c'est important, mais je pense que je me serais trop focalisée sur j'ai mal. Parce qu'en Oui. fait, c'était que ça. C'était 24. Donc, si je m'étais concentrée sur le physique, je m'en serais peut-être jamais sortie. Enfin, ou en tout cas, ça aurait été beaucoup plus tumultueux et je pense beaucoup plus lent. Le psychique avait avait quand même des défauts à ce moment-là aussi. J'avais vécu, bon là, j'avais vécu un décès, un déménagement, l'annonce de la maladie, le concours. Enfin bref, c'était une période quand même assez chargée. Et en fait, je me suis dit, bah, commence par là. Parce que peut-être que ton corps te lâche, mais si tu arrives à raviver un peu la sphère mentale que tu as toujours eue, mais qui est un peu en berne ces derniers temps, peut-être que au moins, tu prendras la douleur de manière un peu plus légère. Donc, c'est par là que j'ai commencé. Et je pense que enfin, clairement, je le dis, c'est le travail qu'on a fait toutes les deux sur l'émotionnel qui a produit, je sais pas, moi, ce que je t'ai dit la dernière fois, c'est vraiment l'image de, alors, je pense qu'il y avait clairement une dissociation du corps et de l'esprit. Enfin, là, clairement, on est sur ce terrain-là. Un corps qui crie, mais on l'entend pas, ou en tout cas, on le fait taire. Et après notre séance, en fait, j'ai eu l'impression il y a le corps, il y a l'esprit qui sont complètement déconnectés, et tout d'un coup, ça refusionne. Bah, le corps qui crie, tout d'un coup, ça nous fait extrêmement mal aux oreilles. C'est, ah, non, mais c'est, là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Euh, on, pendant un temps, il a crié et on lui disait, pff, allez, tais-toi. Et ça nous dérangeait pas plus que ça, en fait, de le faire taire. Parce que c'était comme ça et parce que, bon, bah, on l'entendait pas plus que ça. On l'écartait, on le rejetait. Et puis là, tout d'un coup, le bruit devient assourdissant. Et je me rappelle être rentrée de chez toi, mais j'ai l'impression d'avoir la tête. Et en fait, j'avais cette sensation de vraiment d'oppression. Après, je racontais la séance avec mes parents, mes amis, etc. Et en fait, j'avais instinctivement limite les larmes qui montaient, mais c'était pas tellement, ouais, c'était une super expérience, c'est pas, je dis pas le contraire, mais c'est vraiment j'avais l'impression que c'était le corps qui parlait, en fait. Et son Oui. langage, c'était les larmes, parce qu'en fait, je m'étais pas rendu compte à quel point il souffrait. Je le savais que je souffrais, c'est pour ça que j'avais consulté, c'est pour ça que mes proches me parlaient autant et tout ça, mais en fait, on se rend pas compte à quel point
on souffre tant on l'accepte pas en fait, tant qu'on n'ouvre pas les yeux, tant qu'on n'ouvre pas la porte à ça. Et en fait, moi, c'est aussi passé par justement cette reconnexion entre l'esprit et le corps, en me disant, mais ok, je suis disposée à t'écouter. Ça me fait mal aux oreilles, mais je suis disposée à t'écouter. Et en fait, j'ai réinitié le dialogue. Donc, je dis pas que c'est ce qui a solutionné miraculeusement tout, mais en tout cas, si on a un symptôme, on se dit, ok, il y a peut-être quelque chose que je devrais changer, ou il y a peut-être, voilà, il y a une raison à ça. Il y a une raison pour laquelle j'ai du mal à manger. Ok, ça veut dire que t'es inflammé. Pourquoi t'es inflammé? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, à partir de là, on travaille sur soi et sur le corps au passage. Et moi, la légèreté morale que j'ai retrouvée un petit peu, je pense, m'a permis aussi de travailler davantage sur le côté corps, qui pour le coup était relégué au second plan. Je précise aussi que j'ai toujours eu un rythme de travail assez lourd. J'ai fait une double licence, donc j'avais cours jusqu'à 20 heures tous les jours, et puis samedi. Enfin voilà, j'ai quand même enchaîné la prépa à concours, et en fait, moi, mon corps, c'était le boulet, quoi. Enfin, c'était vraiment c'était ce qui empêchait limite mon esprit d'avancer, quoi. C'était le boulet matériel en me disant mais ben, en fait il y a que toi qui, qui m'empêche d'avancer. Et puis je pense que cette année ça a été vraiment le déclic en se disant mais ton corps c'est pas enfin sans ton corps t'avances pas en fait. Tout à fait. T'as beau le reléguer non mais t'as beau le reléguer au rang de boulet en fait c'est ce qui te porte, c'est ce qui va te permettre de marcher pour aller en cours, c'est ce qui va te permettre de travailler jusqu'à 23 heures, c'est ce qui va te permettre de c'est pas possible de pas l'écouter en fait. Et quand t'as autant de douleur, je pense qu'il faut l'écouter. Le fait de souffrir, ça t'a amené à te tourner vers d'autres pratiques. Ça t'a amené aussi à écouter ton corps. Donc en fait, l'endométriose t'a permis de revenir dans ton corps. Clairement, je sais pas, en vrai, j'en sais rien. Peut-être qu'un jour, j'y serai arrivé à ce raisonnement-là, mais peut-être, je sais pas, dans 3 4 5 ans. Mais je pense que mon corps m'y aurait ramené de force, un peu comme là. Je sais pas, j'aurais peut-être, au bout d'un moment, été tellement fatiguée que je me serais dit, OK, là, je crois qu'il y a besoin il y a besoin de relâcher, en fait, parce que quand c'est que le mental qui tire, au bout d'un moment, c'est pareil, on n'y arrive plus si on se laisse pas aussi un peu porter par le corps et inversement, je pense qu'il y a une relation de complicité entre les deux, enfin voilà, un peu de vase communicant. Et puis moi, en fait, le corps avait flanché, donc c'était toujours l'esprit qui, c'était toujours l'esprit qui ramait pour continuer à mener la barque. Mais au bout d'un moment, ça marche pas comme ça. Et je pense que, et c'est ce que je racontais l'autre jour, je pense que j'ai entamé des réflexions qui m'ont servi aussi dans ma vie personnelle, on y reviendra aussi probablement, euh, un peu de force parce qu'en fait le corps pouvait plus, le corps pouvait plus avancer. Donc au bout d'un moment, là il se dit ok t'as pas le choix. Donc forcément on le fait. Et en fait on se rend compte que c'est hyper bénéfique et que c'est peut-être comme ça qu'on devait réfléchir depuis le début. Donc on continue sur cette lancée-là. Mais là pour le coup j'ai un peu l'impression parfois que le cerveau un peu éthéré quoi, très en hauteur et le corps très très terre à terre, très pragmatique et en fait il a redescend et reviens avec moi quoi reviens à plus de concret là c'est pas ton esprit qui va pouvoir marcher pendant X kilomètres sans moi quoi c'est Bah oui, en fait, nos modes de vie qui vont à 300 km/h, c'est ce que tu disais, entre les concours, la fac et tout ça, enfin, tu pourrais avoir oublié ton corps sans vraiment l'avoir oublié, mais en fait, on se met de côté physiquement, on oublie qu'il y a de la vie à l'intérieur. Puis à un moment donné, et en plus, enfin, souvent ça arrive quand il y a des événements importants dans nos vies, bah forcément ça nous fatigue encore plus. Et là, le problème se déclenche davantage. Après, on se retrouve éreinté. Et c'est à ce moment-là que la souffrance ramène dans son corps, en fait. Donc, tout ce qui nous met la tête un petit peu enfin, tout ce qui nous tourne vers d'autres préoccupations, les études, ça peut être des addictions, ça peut être d'autres choses, ça nous permet d'éviter nos émotions. Et puis quand on écoute le corps qui crie, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu pleurais en fait sans contrôler, c'est ton corps qui parlait en fait, c'est tout ce qui avait été réprimé pendant ces années qui d'un coup, comme tu étais revenu à l'intérieur, tout est sorti. clairement et puis je pense qu'on est dans une société aussi qui alors à part pour des activités genre activités sportives qui parlent pas assez du corps en fait alors on a des campagnes de prévention hein, contre des maladies et tout ça mais on est très enfin voilà moi qui fais des études de droit par exemple le corps on s'en fiche enfin pardon mais Ça, c'est vrai.
ton esprit qui compte, c'est des raisonnements, on parle beaucoup de, voilà, de la sociabilité, mais c'est que des qualités émotionnelles, des qualités relationnelles qui n'impliquent pas du tout, en fait, de réfléchir à son corps. Et c'est le corps, on le voit vraiment comme l'enveloppe extérieure, quoi, vraiment le contenant. Et en fait, au bout d'un moment, enfin, il faudrait qu'on arrive à se dire que c'est pas qu'un contenant. Donc, j'ai un peu été ramenée là de force. Parce que je te dis, j'aurais peut-être pas fait ce chemin-là si j'avais continué sur ma lancée et que j'avais pas eu l'endométriose. Mais maintenant, c'est bon, j'ai rétabli la communication entre les deux. Mais c'est hyper important. Vraiment, et la douleur ne se gère pas que mentalement non plus. Enfin, la douleur, elle s'ancre concrètement, matériellement dans quelque chose. C'est pas la douleur, on la ressent effectivement psychologiquement. C'est notre cerveau qui capte qu'on a mal, mais le siège de la douleur, il est véritablement dans le corps. Donc si on le réfute, si on l'affame, si on ça marchera pas. Au bout d'un moment, ça marchera pas. Quel cheminement tu as fait alors, avec le psychologue et après, quand tu m'as rencontré avec la naturopathie? C'est assez complexe de retracer les étapes parce que, comme tu l'as dit, ça a été assez rapide. Je pense que mais je pense que voilà, ça va avec le reste. En fait, je me suis tellement affamée, j'ai tellement rejeté que au bout d'un moment, en fait, il y a eu cette accélération qui a fait que j'avais très faim de tout ça. Et du coup, je pense que tout s'est un peu débloqué en même temps. J'ai été voir le psychologue à la base pour un décès qui m'a frappé en octobre dernier et qui me renvoyait au décès d'un de mes parents que j'avais vécu à 16 ans. Et en fait, tout m'est un peu revenu en pleine face. Donc c'est pour ça que l'endométriose, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais comme par hasard, l'endométriose se déclenche aussi à ce moment-là. Entre septembre et décembre 2024, j'ai un peu tout qui m'est arrivé dans la figure, quoi, entre le concours, entre le décès qui me ramène à celui d'avant, entre l'endométriose, le déménagement. Enfin, il y avait un peu un cocktail de tout ça qui fait que je me sentais vraiment, mais éreintée. Physiquement, évidemment, avec tous les symptômes, mais même mentalement, en me disant, mais je n'arrive plus à avancer, je n'arrive plus à avoir cet entrain que j'avais souvent eu, je me projette pas, vraiment tiré vers le bas, quoi. Et donc, je me suis dit, là, je pense que avant tout, il faut soigner le mental. Et donc c'est pour ça que j'ai été chez le psychologue pour traiter surtout le deuil. Et puis en fait ça a dévié parce que effectivement le diagnostic est tombé est tombé pendant les premières séances de thérapie. Et donc il me posait souvent des questions en me disant mais comment tu te sens par rapport au diagnostic. Un peu comme ce qu'on fait maintenant presque. Voilà. Et puis en fait, c'est parti après beaucoup sur moi ce qui ressort beaucoup, c'est la construction identitaire. Voilà, j'ai 23 ans, un parcours qui voilà que j'ai un peu développé là. Bon, mais c'est surtout au niveau des études, hein, mais je pense que personnellement, je me suis aussi effacée. Et je me suis effacée aussi à cause de ce décès-là qui m'a frappée quand j'avais 16 ans et qui a fait en fait, et on en discutait dans la dernière séance que j'ai eue avec lui, où il n'y a pas eu cette construction identitaire pleine et entière qui se fait normalement dans ces eaux-là à 16-17 ans, où on se dit, bah voilà, on se construit, on se met en opposition à ses parents. Il y a plusieurs étapes comme ça qui devraient être respectées en fait dans l'adolescence. Et puis, bah, en fait, moi, j'ai pas eu toutes ces étapes-là. Parce que moi, c'était le quotidien, c'était la maladie, c'était le décès, c'était la vie continue après, avec peu de famille. Et donc, je me suis concentrée sur ce qui marchait, sur ce qui me maintenait dans le chemin qui restait, en tout cas. Et puis, en fait, là, je pense qu'en septembre, octobre, j'ai eu un peu et c'est ce qu'il a dit, en fait, dans la vie, il y a aussi des phases, des cycles, on en a tous, et on passe d'une phase à l'autre. Et il m'a dit, bah, je pense que à partir du décès là, qui est survenu en octobre 2024, tu as changé de phase. Enfin, tu as changé de cycle. C'est un peu comme le serpent qui mue, il laisse sa peau derrière et il continue le chemin. Et il me dit, en fait, c'est pour ça que je pense que tu es aussi déstabilisé par tout ça et l'endométriose arrive pile poil à ce moment-là. Donc, coïncidence ou pas, j'en sais rien. Mais c'est la question aussi de la construction de la femme que j'ai envie de devenir au passage. Et là, je me suis dit, je pense qu'il y a... Je voulais pas trop le voir au départ, mais puis après, je me suis dit, je pense qu'il y a un travail de fond
il y a un chantier à mener qui est bien plus profond que simplement j'ai mal, que simplement un deuil, que simplement, enfin je dis simplement, voilà, c'est déjà beaucoup, mais il y a un travail de fond qui va bien plus loin que tout ça, qui passe par une redéfinition identitaire en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? Et je pense que l'endométriose m'a aussi questionnée dans ma féminité, dans ma gestion de la douleur, la reconnexion au corps fait aussi partie de cette construction-là. Parce que comment on se construit si on n'a pas de corps? Enfin, on n'a pas compris qu'on était plus qu'un esprit, plus qu'on voulait se l'admettre. Donc, moi, la première phase dans tout ça, ça a surtout été l'acceptation. L'acceptation de la maladie, l'acceptation du deuil, l'acceptation à beaucoup, en fait, de se dire j'arrête de courir après le je veux expliquer, je veux avancer. Je pense qu'à un moment, il y a besoin de cette phase aussi où on redescend et on se dit ok, j'étudie un peu ce qui m'arrive, quoi. Parce que ce que je disais, on ne peut pas avancer en fait si on prend pas ce temps-là d'analyser les caractéristiques de ce qu'on vit. Qu'est-ce que ça nous procure? Pourquoi c'est arrivé? Est-ce qu'on peut pas y trouver du bien quelque part malgré tout? Est-ce que ça nous renvoie pas à des choses du passé qui n'ont pas été traitées, ce qui était mon cas. Pour le coup, le décès de octobre 2024 m'a renvoyé au décès de juillet 2017. Enfin, et donc, il y avait des bases qui n'avaient pas été posées. Et donc là, on se dit, OK, bah, j'accepte que je suis quelqu'un de blessé, quelque part. C'est la première constatation, à la fois physiquement et mentalement. Et j'accepte d'avoir mal parce que ça, j'ai mis un temps aussi, il faut le dire. J'ai mis un temps à me dire que j'avais le droit d'avoir mal. Sans... Voilà, on le disait tout à l'heure, la société fait qu'on avance à 3000 à l'heure et on se dit, bah ouais, mais en fait, si je me pose 3 minutes, je vais perdre l'autoroute de la vitesse. Je vais m'arrêter sur le bas-côté et en fait, je repartirai jamais ou on va me traiter bah voilà, de pas productive, de faible, de ce que tu veux. Et donc j'ai mis un temps avant de ralentir, en me disant mais ralentir, mais pourquoi faire? Et puis au bout d'un moment, on se dit si, je pense que là c'est quand même nécessaire. Et donc en fait, ça a été vraiment une redescente et une introspection, je pense, au tout départ, en se disant non, bah peut-être que j'ai le droit, et même si j'ai pas le droit, je le prends. Je pense que c'est aussi le prendre la confiance en se disant ok, on me le donne pas, bah moi je vais le prendre, parce que en fait, je pourrais pas. Je pourrais pas aller plus loin sans ça. Donc c'était voilà, c'était l'acceptation de la maladie parce que je me souviens quand j'ai eu mon diagnostic, voilà, j'ai un proche qui a fait des études de sage-femme et qui a fait son mémoire sur l'endométriose. Donc dès le diagnostic, je lui ai écrit en lui disant je pense que ce que tu as appris peut me servir. Et elle m'a dit, si je peux te conseiller une chose, c'est vraiment l'approche pluridisciplinaire. Donc, ostéopathie, acupuncture, voilà. Et à la fin, elle avait dit, surtout, ne néglige pas l'aspect psychologique de la maladie, euh, parce que ça ressort souvent qu'il y a une souffrance mentale aussi qui vient avec ça. Et quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, bon, tu sais, j'ai quand même d'autres préoccupations avant l'impact psychologique de la maladie. Moi, mon but, c'était avant tout d'arrêter de perdre du sang, de pouvoir manger, les aspects beaucoup plus physiques. Et en fait, j'ai un peu relégué cette phrase au second plan, en me disant, oui, bon, l'aspect psychologique, on verra plus tard. Je travaille sur mon aspect psychologique, mais plutôt sur le côté du deuil et tout Tout à ça. fait. Je travaille sur l'aspect physique du côté de la maladie, mais l'aspect psychologique de la maladie, je suis ah bon, écoute, une chose à la fois, je pense qu'on verra plus tard. Et en fait, là aussi, ça me revient en pleine face. Complètement sous-estimé, en fait, parce que c'est quand même un diagnostic qui tombe, même si, bon voilà, c'est pas une maladie mortelle, c'est pas un cancer, c'est pas Alzheimer, c'est pas Parkinson, c'est pas, voilà. Malgré tout, ça reste une maladie chronique, qui, jusqu'à aujourd'hui, ne se guérit pas nécessairement, même si elle se soulage. Et en fait, ça peut avoir beaucoup d'implications aussi dans la vie. Bon, voilà, on ne le sait pas encore, mais sur la fertilité, on réagit tout différemment. On se dit, mais il y a quand même des implications qu'on essaye de pas trop voir au départ. Et en fait, ça nous revient après. Et, euh, et, et au bout d'un moment, je me suis dit, je pense que ça t'affecte plus que tu ne le penses. Mm. J'avais mal, certes, j'étais affectée physiquement, et puis après, je me suis dit, je pense que voilà, ça reste un diagnostic que tu as pris peut-être un peu trop à la légère.
Je dis pas qu'il faut en faire toute une montagne. Enfin, c'est pas ce que je te disais, j'étais pas paniquée plus que ça avant et je ne le suis toujours pas. Mais je pense qu'il y avait quand même ce besoin de mesurer L'impact. bah, le poids du truc, ouais, enfin, on se prend quand Oui. même. Après aussi, ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est que quand c'est diagnostiqué jeune, tu peux avoir du mal à te projeter aussi dans la maternité. Surtout quand tu Oui, es dans tes études, oui, enfin que t'es pas du tout là-dedans. C'est ce que Mila expliquait quand elle s'est tombée. Elle était jeune aussi et enfin elle est jeune, mais elle était encore plus jeune. Et c'est difficile de se projeter en fait à ce moment-là. C'est des choses oui. que je l'imagine qui peuvent un peu bon passer. Tu t'en rends pas compte, tu mesures pas en fait le poids de ce qui arrive. Et c'est après que tu comprends un peu plus. Mais quand t'es pas arrivé dans cette période-là de ta vie, c'est compliqué de mesurer en fait ce que ça engendre. Mais je pense qu'un des aspects qui m'a fait mal aussi, mais ça, c'est le côté un peu plus altruiste que simplement regarder vers soi. Mais je me suis dit, en fait, ça impacte pas que moi. Parce que forcément que ça impacte le conjoint ou le futur conjoint. Parce qu'on n'en sait rien sur la fertilité. Je vais pas, voilà. Moi, j'ai pas un désir d'enfant maintenant, mais on sait jamais. Ça se trouve, le parcours sera compliqué. Est-ce que je peux lui imposer ça? Est-ce que, alors voilà, je parle de réflexion comme ça parce que ça m'arrive pas encore, comme tu le dis, je suis pas du tout dans la, dans la période maternité, mais forcément, ce sont des questionnements qui arrivent et qui impactent d'autres personnes que soi-même. Et c'est aussi important d'avoir ces discussions-là avec ses proches, de pouvoir en discuter, de voir comment ils réagissent. Voilà. Oui, et d'ailleurs, aussi, bah, c'est intéressant que tu soulèves ce point-là. En cas de maladie, souvent, ce sont des personnes qui s'oublient. Et la maladie peut aussi amener justement à réorganiser sa vie aussi, mais pour soi, apprendre à faire un petit retour sur soi quand même. C'est important, c'est pas forcément égoïste. Ça, on en avait discuté. C'est important aussi de voir cet aspect-là. Donc, il y a l'aspect aussi Oui, des oui. conséquences au niveau de la fertilité et aussi cet aspect-là où la maladie permet, si on a ce regard-là dessus, bien sûr, de prendre du temps pour soi, de réorganiser sa vie en fonction de soi aussi et de pas toujours se passer après les autres. Bah, moi, c'est clairement, je pense que c'est un des changements les plus prégnants pour moi. Et je pense que c'est quelque chose dont j'ai vraiment pris conscience avec la séance qu'on a faite toutes les deux, où je suis sortie de là en me disant, mais en fait, je vis pour qui? Parce que même après le décès là que j'ai vécu en octobre, j'ai ressenti un peu un sentiment de vide parce que je m'étais occupée avant ce décès-là de la maladie et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était aussi un peu mon moteur de vie. D'être un peu, pas l'aide-soignante, mais presque. Enfin, de s'occuper d'à côté. Et en fait, au moment du décès, je me rappelle avoir posé la question, mais je fais quoi maintenant? Et ma mère m'avait regardé, elle m'avait dit, bah, tu t'occupes de toi. Et ça m'avait paru complètement. Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Enfin, voilà. Et en fait, avec le recul, je me dis, c'est horrible comme réaction. Enfin, c'est juste pas normal. Et en fait, avec notre séance, je me suis rendu compte, même si je commençais à m'en douter, mais c'est toujours difficile de prendre conscience, mais j'ai jamais vraiment fait de différence entre l'égoïsme et le soin de soi-même. C'est-à-dire que pour moi, dès que je prenais soin de moi-même, je me suis dit, OK, mais c'est du temps que tu donnes pas aux autres, c'est du temps que tu ne donnes pas à ta famille, c'est du temps que tu ne donnes pas à tes études, c'est du temps que tu ne donnes pas à des choses qui me construisent aussi. Hein. J'ai pas complètement rejeté cette dimension-là, mais en fait, je me suis dit, mais pas jamais, mais il y a rarement un temps où tu profites de prendre soin de toi, en fait. Et un sujet qui me passionne beaucoup, sur lequel tu as fait une vidéo d'ailleurs, c'est la question des limites, parce que clairement, j'en mettais jamais, mais ma limite était celle de l'autre. Et en fait, c'est pesant aussi, surtout quand on a mal. Voilà, quand on est, moi, c'est un peu ça aussi en octobre-novembre, là. Je me suis dit, OK, jusqu'à présent, ma limite était celle des autres, mais là, pour le coup, ma limite, elle est avant. Et si avant, je pouvais m'adapter à l'autre, là, j'avais tellement mal, j'étais tellement fatiguée que je ne pouvais plus faire cette adaptation. Et c'est pour ça que je dis que la maladie m'a forcée de manière, enfin vraiment de manière, alors, c'était pas du tout volontaire de ma part pour le coup, mais elle m'a forcée à mettre des limites. Ce que je n'aurais pas fait si j'avais pas eu l'endométriose. Je serais restée dans ma dynamique de
ma limite et celle de l'autre, à toujours avoir cette capacité d'adaptabilité. Et là, en fait, j'ai été contrainte de mettre des limites parce que si on me demandait de faire trois choses et que je pouvais en faire qu'une, bah, alors un temps ça m'a pesé, je me suis dit, oh voilà, mais je peux en faire qu'une alors qu'avant j'aurais peut-être fait les trois. Mais je me suis dit, bon, là, ok, tu ne peux faire qu'une chose. Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la plus prioritaire? Qu'est-ce qui t'apporte le plus? Qu'est-ce qui te plaît le plus? Qu'est-ce que t'as pas envie de faire? Et en fait, ça a commencé comme ça. Et je me suis dit, c'est pas si mal de mettre des limites, en fait. Parce que comme ma limite était celle de l'autre, c'était pas c'était pas ma propre limite. Donc, toujours, je tirais sur cette jauge d'énergie, en fait. Parce que forcément que tu mets de l'énergie dans des choses qui vont au-delà de ta limite, encore plus que celles qui sont en deçà. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que je veux vraiment vivre une vie où je n'ai pas de limite? Est-ce que je veux vraiment vivre une vie où je me sens obligée de faire les trois alors qu'en fait ça va me drainer? Est-ce que voilà. Donc c'est un raisonnement que j'ai été forcée d'adopter, encore une fois, par les symptômes et tout ça, mais qu'aujourd'hui j'ai conservé. Et j'ai fait la paix avec le fait que prendre du temps pour soi, c'est pas de l'égoïsme, pas forcément. Alors dans une limite raisonnable, Bien mais sûr, bien sûr. voilà, il y a un égoïsme nécessaire. Enfin, il y a un égoïsme personnel dont on a besoin tous. Et j'ai fait la paix avec ça, ce qui était pas gagné. Et en fait, je commence à poser des limites dans plus de champs de ma vie. Mais des champs en plus maintenant qui n'ont rien à voir avec la maladie, là pour le coup, des champs même relationnels. Je me suis aperçue que voilà, il y avait parfois des dynamiques relationnelles dans ma vie aussi qui me convenaient plus, ou en tout cas qui me conviennent pas encore 100%, pour lesquels j'investis peut-être trop d'énergie. Pourquoi en retour? Alors, je suis pas rentrée dans une dynamique de je donne pour avoir en retour, c'est pas, voilà. Mais j'essaye de modifier certaines choses et je sens en fait que mon esprit s'apaise et donc le corps s'apaise. T'autorises à recevoir, voilà, sans être dans les... Oui, Voilà, c'est pas une oui. question de donner pour recevoir, c'est que tu t'autorises à recevoir. Alors, je m'autorise à recevoir et j'irai plus loin, je m'autorise à pas donner. Ah, bien, Je- C'est pas pareil. oui, C'est pas c'est vrai. pareil. Parce que moi, c'était plus ça, en fait. Recevoir, je pense que j'ai à peu près été capable de le faire. Et puis, j'ai un entourage quand même très présent, très, voilà, plein d'amour. Donc, j'ai reçu et j'adore recevoir ça. Mais je m'autorisais pas à pas donner. C'est-à-dire que toujours, je me disais, plus je recevais, en plus, plus je me sentais de donner. Enfin, plus je me sentais le devoir de répondre et de me dire, oh là là, mais non, mais tout ce qu'ils font pour moi, mais bah, c'est à moi de répondre, quoi. Et puis bah, tant pis si ça va au-delà de ma limite. Ben non. Voilà, aujourd'hui, je m'autorise à moins donner. C'est pas, C'est c'est un bien. chemin en Ah progression. oui, Mais c'est deux choses. Recevoir et ne pas donner, pour moi, c'est deux choses. c'est vrai. Ah ouais, on a Voilà. toute la vie pour cheminer, oui. Exactement. Et qu'est-ce que, du coup, la naturopathie t'a apporté sur l'aspect physiologique? Donc je connaissais pas du tout cette pratique et j'ai découvert ça avec toi. C'est ce qui m'a, je pense que au-delà de l'aspect mental, c'est ce qui m'a aidé sur le côté physique, pareil, à relancer un peu la dynamique. Comme je l'ai dit, j'avais vraiment du mal à manger, c'était devenu un calvaire. Les douleurs pelviennes, c'était devenu horrible. J'ai pas tout testé de ce que tu m'as donné, parce que je pourrais aller encore plus loin dans, dans l'approfondissement de la naturopathie. Mais moi, un des trucs qui m'a servi, c'est vraiment un cocktail entre l'aloe vera, qui se boit en gel. Alors, je te laisserai peut-être développer un peu plus que moi, parce que tu t'y connais probablement un peu mieux. Mais en tout cas, ça m'a vraiment, je pense, aidé à cicatriser, dans un premier temps, des zones qui étaient vraiment trop inflammées, que ce soit au niveau digestif, mais même au niveau gynécologique, je pense. Et ça a été en fait un premier tempérament à la douleur, c'est-à-dire un premier, un peu comme si on un incendie et on mettait la bombe à incendie, quoi. On va un peu tapisser tout ça pour, ça veut pas dire qu'il y aura plus de douleur, mais ça veut dire que peut-être elles seront moins fortes et donc ça engendrera cette dynamique de, ok, on ralentit, y compris la douleur. Et donc ça a été vraiment le premier truc couplé avec des probiotiques spécialisés, spécial perméabilité. Pour le coup, moi, ça m'a vraiment aidé. Et en 3 4 jours, j'ai vu une amélioration. C'est un truc de dingue. Moi qui cherchais à aller vite, voilà, j'étais ravie, mais je Oui. pensais pas que ça allait aussi vite.
Je pense que, alors, encore une fois, je ne sais pas dissocier l'effet du mental et l'effet du physique. Enfin, je pense que tout s'est un peu mélangé parce que je pense que le mental a aussi fait que j'allais mieux, y compris en 3 4 jours, parce que je pense que je prenais mieux les choses, parce que voilà. Mais en tout cas, au niveau des repas, je sentais que voilà, j'avais moins d'heures de souffrance après coup, ou en tout cas des douleurs plus légères. Et j'ai procédé vraiment à un changement d'alimentation. Je vais pas dire complet parce que c'est pas le cas, mais en tout cas prendre plus le temps de cuisiner des choses fraîches. Je le faisais déjà, mais c'est vrai que quand on prépare un concours, on se dit toujours bon bah on va à la facilité, on va des choses qui prennent pas de temps. Et en fait je me suis dit non mais ça non plus c'est pas possible. Ça peut pas durer. Donc c'est repartir avec extrêmement d'aliments frais, même que ce soit la viande, toujours chez le boucher, le poisson, chez le poissonnier, voilà. J'ai beaucoup diminué la consommation de sucre. Je dis toujours parce que ça m'a fait rire, et mes parents étaient les premiers surpris. J'ai fait un rejet complet du sucre après notre consultation. Je ne sais pas, je ne sais toujours pas l'expliquer. Malheureusement, ça n'a pas duré, mais disons que ça a duré en gros une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Et vraiment un rejet complet parce qu'en fait, je l'ai associé à mes douleurs. Je sais pas comment, mais je pense que j'avais compris que quand je mangeais des choses sucrées, j'avais toujours plus mal. Oui, Ou en tout cas, voilà, les douleurs venaient de manière beaucoup plus immédiate. bah oui, parce que le sucre raffiné fait partie des causes de l'endométriose puisque ça génère une inflammation et donc il est important quand il y a des problèmes gynécologiques, que ce soit l'endométriose, ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques ou autre, il est nécessaire alors de réduire, voire même d'arrêter. Mais voilà, dans un premier temps, on réduit, on ajoute des choses à côté qui peuvent passer les envies de sucre, un peu plus de protéines, un peu plus de matières grasses, de bonne qualité comme l'avocat par exemple, ou un peu de viande, des œufs. Mais oui, ça fait partie de ça. Donc peut-être que le fait de te l'avoir dit, t'as dû, voilà, parce que bah, au moins t'as fait une pause de C'est sucre drastique. aussi. Ça t'a permis de aussi de voir ce que ça pouvait faire. Alors, quand je dis ça n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré. J'ai pas fait un rejet complet du sucre de ma vie, c'est pas vrai. Vraiment, ça, pour le coup, je sais pas l'expliquer parce que c'est pas forcément ce qui m'a marqué le plus dans notre consultation. Enfin, je me rappelle que tu me l'as dit, je me rappelle l'avoir lu à certains endroits, que voilà, le sucre, c'était pas forcément le meilleur en cas de douleur, mais c'est pas forcément le premier champ d'action sur lequel j'aurais pensé agir. Et comme quoi, le cerveau est quand même riche de mécanismes. Et donc voilà, pendant une dizaine de jours, mais le rejet complet, mais limite en avoir la nausée, quoi. Mais il était hors de question que de me proposer un Ferrero Rocher, je dis pas du tout. Donc je pense que ça m'a aidé aussi. Mais en fait, c'est tout ça combiné. C'est de manger plus frais, de manger moins transformé, de manger moins sucré. Au moins, ça a redonné, je pense, un apaisement. Euh, Comment dire, tout a été tellement fait en même temps que le corps n'avait pas d'autre solution que de s'apaiser un peu. Et ça veut pas dire qu'aujourd'hui, j'ai pas repris certaines choses. Ça m'arrive toujours de manger transformé, parce que parfois on n'a pas le choix, parce que voilà. Mais bah, je tolère beaucoup mieux, parce qu'en fait, le corps a eu le temps de se guérir lui-même. En fait, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est que, bah, en fait, je laissais pas le temps au corps de se cicatriser. Donc, en fait, chaque repas venait rouvrir la blessure à chaque fois. Et Oui. donc là, d'avoir mis tout ça en place en même temps, je pense qu'il s'est dit, OK, je peux prendre le temps de combler toutes ces blessures-là, d'arrêter les saignements, d'arrêter tout là. Et après, pour reprendre une alimentation qui est, je vais pas dire plus normale, parce que c'était pas anormal ce que je faisais, mais disons que j'avais quand même enlevé des trucs qu'aujourd'hui j'ai réimplémenté parce que ça marche. Enfin, c'était pas, le problème n'est pas, la solution n'est pas à les retirer complètement. Mais là, je pense qu'il y avait besoin d'un temps où il y avait des choses qui avaient besoin d'être retirées complètement. L'alimentation, c'est vraiment ce qui est ressorti beaucoup aussi de la consultation que j'ai eue avec toi en me disant, je pense il y a quelque chose à faire. Et je l'ai relu après dans plusieurs articles. Je l'ai vu, enfin, je l'ai entendu chez des médecins en disant que c'est une des clés par lesquelles on peut vraiment soulager les douleurs. Et quand j'ai été voir la gastro-entérologue le 21 janvier, elle m'a dit, bah, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui
pour réduire ses douleurs. Donc j'ai dit, bah, l'alimentation, elle me dit, bah, c'est parfait, continuez. Il n'y a que ça qui vous aidera durablement, quoi. Ce que tu dis, d'ailleurs, c'est intéressant dans le fait que tu n'as pas tout enlevé, tu as supprimé pendant un temps, puis tu as réintégré, et de temps en temps tu manges un peu transformé, parce que l'idée, elle est là aussi, c'est de ne pas vivre dans la frustration, de se dire, ah mon Dieu, je ne peux pas, il va m'arriver malheur si je fais un écart. Pas du tout. L'idée, c'est de passer par une phase de restauration pour Voilà. qu'ensuite le corps puisse bien vivre, parce que le rôle du naturopathe, c'est aussi s'adapter au contexte actuel. D'ailleurs, dans lequel nous aussi, nous sommes confrontés. Moi aussi, je mange un maximum brut, mais ça peut m'arriver aussi des fois, Mais bien quand je sûr. sors, manger transformé, et il ne m'arrive rien, parce que j'ai une hygiène de vie qui va avec, en fait. Donc voilà, c'est important, parce que bon, vivre dans la frustration, c'est pas non plus l'idée, vivre reclus de la société non plus, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, parce que si je suis sociable, donc je n'aimerais Ah pas vivre. mais oui. Puis c'est pas mon but non plus parce que bah, enfin, je continue à souffrir même si c'était mieux, mais c'était pas encore voilà. On me dit mais je pense qu'on souffre suffisamment pour ne pas en plus s'imposer un poids. Moi si je faisais ça, c'était pour moi, c'était vraiment de l'épanouissement personnel, quoi. C'était vraiment une qualité de vie que je voulais retrouver. C'était pas pour la diminuer avec une sensation de boulet, quoi. C'était Mais pas l'idée que je voulais avoir. Et en plus, quand on vit avec des gens, on n'a pas toujours. Enfin voilà, moi, mon but, c'était pas non plus d'imposer non plus mon mode de vie à tout mon entourage. Enfin, je veux dire, je peux pas sans cesse leur dire, ah non, là, non, là, non, là, non. Ça marche pas. Un temps, oui. Et c'est pour ça que je disais que j'avais été très soutenue par mon entourage. Et ils ont fait les efforts avec moi. Et ils ont mangé pareil que moi. Et c'était formidable. Enfin, c'était super. Mais aujourd'hui, voilà, on est revenu à un truc plus classique, ou en tout cas, bah voilà, si ça arrive de manger un truc qui avant, en tout cas que avant j'avais associé à de la douleur, aujourd'hui je me dis non mais t'inquiète, c'est pas grave, enfin, ça va pas me, ça va pas me tuer. Et la clé, c'est l'épanouissement personnel. Ça, c'est la clé. C'est pour ça qu'en consultation, bah, quand on s'est vu, je parle de l'aspect alimentaire, mais aussi toute la partie émotionnelle, de se reconnecter aussi à ce qui nous anime, parce que c'est vraiment la clé. Elle est là. Si Ah oui, ah oui, oui. on Ah ben ça, dissocie tout, ça fonctionne pas. C'est bien de tout associer. Et la clé est vraiment là, c'est dans l'épanouissement, c'est la reconnexion à soi. Bah, ça fait partie des piliers d'ailleurs de la naturopathie. Pour l'aloe vera, donc petite parenthèse là-dessus, ça marche bien parce que bon, déjà c'est un antiviral, enfin, au niveau d'immunité, c'est très intéressant. Il est antibactérien aussi. Et au niveau digestif, en fait, le gel va venir cicatriser, va venir réparer, régénérer la muqueuse intestinale, en fait, qui devient poreuse. Et c'est là que justement s'enclenche aussi le mécanisme d'inflammation. Donc c'est un processus normal du corps, l'inflammation. C'est pour ça aussi j'insiste sur le fait de plutôt comprendre les mécanismes plutôt que d'aller contre, puisque si l'inflammation elle est là, c'est qu'il y a une raison, et elle est là pour notre bien, même si c'est douloureux, elle vient réparer quelque chose. Et le gel d'aloe vera vient justement atténuer cette inflammation, vient régénérer la muqueuse pour permettre une meilleure assimilation, parce que c'est pareil en fait. J'aurais pu te dire, tu prends plein de minéraux, mais s'il n'y a pas une bonne assimilation, ça ne sert à rien. Et l'aloe vera aussi, comme c'est riche en vitamines, en minéraux et en enzymes, les enzymes nous permettent de digérer. Donc, quand tu vas digérer des molécules, si tu veux, les enzymes viennent se fixer à ça et cassent la molécule complexe pour qu'elle devienne plus simple à digérer. Donc, nous, on dépense moins d'énergie grâce aux enzymes. L'aloe vera permet aussi de faire ça. D'où le confort digestif que tu as eu avec cette prise. rapide. Mm. Je tiens à souligner, c'était miraculeux. Et mes proches étaient les premiers surpris, hein. Enfin, vraiment, dès les premiers jours, j'ai dit non, mais. Et une chose qui m'a surprise, et pareil, ça me donnait limite envie de pleurer d'y penser, mais j'étais là, mais après le repas, j'avais cette phrase de dire non, mais vous vous rendez compte, j'ai pas mal. J'ai moins mal. Et là, je me suis dit, mais vraiment, c'est que c'était devenu quotidien, quoi. Et alors, un truc, si je peux revenir dessus, parce que ça me fait penser à trois choses que j'ai pu expérimenter sur lesquelles je voudrais alerter aussi dans cette vidéo, c'est la gestion de la douleur. Je t'en avais parlé la dernière fois dans notre dernière consultation. Euh, mais en fait, on se rend pas compte à quel point la douleur prend une place dans la vie. C'est-à-dire que là, moi, cette réflexion que j'ai de dire, non mais vous vous rendez compte, j'ai pas mal. Alors, on se rend compte qu'on a mal quand avant on n'avait pas mal, ça nous tombe dessus, mais à l'inverse, on se rend compte aussi qu'on a plus mal quand la douleur était devenue quelque chose de d'hyper quotidien, quoi.
Et moi, vraiment, cet état sans douleur, il était devenu, mais c'était devenu un rêve, quoi. C'était un oasis dans le désert. Enfin, c'était le truc qui me paraissait complètement inaccessible. Et en fait, quand j'ai dit cette phrase, et je l'ai dit à plusieurs reprises, du coup, assez rapidement après t'avoir consulté, et je me suis dit, mais à quel point la douleur a pu m'emmener loin. Et sans qu'on s'en rende compte. C'est hyper insidieux. Et en fait, je voyais bien que les jours d'après, si ça me reprenait d'avoir mal, parce que forcément ça arrivait, c'est pas tombé du ciel, mais je me disais, ok, mais je le prends mieux. Enfin, au pire, c'est pas grave, ça fait 3 jours que t'as pas mal. Bon, bah, fallait bien que ça, fallait bien que ça revienne à un moment, ça n'allait pas le laisser tranquille 10 ans. Mais l'espace entre les crises de douleur faisait que c'était beaucoup plus simple de la supporter. Et je voyais bien, mon quotidien n'avait pas changé plus que ça, mais le fait d'avoir moins de douleur faisait que j'avais aussi plus d'éclat, plus d'envie, plus de motivation. C'est pareil, enfin là, les 3 dernières années, j'ai fait énormément de sport aussi. J'avais complètement arrêté, bon, pour des raisons aussi parallèles, mais entre autres ces douleurs-là, mais aucune motivation, quoi. Et on avait beau me dire, mais ça te soulagera de bouger, de redonner de la flexibilité aux muscles. J'avais beau m'en convaincre, c'était juste impossible de bouger, quoi. Il y avait cet état d'inertie qui était juste, qui était assommant. Enfin, vraiment, je me sentais assommée. Et en fait, je me suis dit, mais à quel point la douleur m'a réduite. C'était presque un constat un peu terrible, mais je me suis dit, mais en fait, avoir mal tout le temps, c'était devenu horrible. Et c'est là aussi que le mental a joué, c'est que la douleur devenait tout de suite plus facile à porter, même si elle était équivalente enfin voilà, en termes de gravité, en termes de voilà, c'était plus simple. On la prenait plus avec le sourire. On se disait bon bah allez, dans 2 heures ça ira mieux. Alors qu'avant, c'était juste la fin du monde. On se disait, non, mais attends, là, j'ai mal, et puis le repas, il arrive dans 3 heures, donc je vais avoir mal. C'était devenu un cercle, en fait, un cercle vicieux. Et si je peux donner un conseil là-dessus, c'est vraiment de traiter le mental, parce que c'est lui aussi qui va te permettre de voir la douleur de manière moins... c'est pas un boulet, quoi. C'est pas la boule attachée à la cheville, quoi. Ou alors si, mais tu peux la porter, et t'as des forces qui te reviennent, quoi, quand t'es plus apaisé mentalement. Mais surtout, faire attention quand on a, enfin, je dis ça, mais faire attention, y compris psychologiquement, quand on a mal, pas que physiquement, mais même mentalement, à se dire jusqu'où la douleur m'entraîne. Dans la dévalorisation, dans la perte d'envie, dans la perte d'éclat. Est-ce que j'avais un éclat dans les yeux que je n'ai plus? Est-ce que j'avais un entrain pour certaines activités que je n'ai plus? On peut croire que c'est une dépression parce que voilà, la dépression c'est considéré comme un état de vide et ça ressemble vraiment à ça. Moi, je sais que j'ai pas une tendance dépressive, mais je me disais mais je sais pas, mais qu'est-ce qui me maintient là-dedans quoi? Et en fait, j'ai compris que c'était la douleur. Vraiment cette douleur chronique en fait que t'arrives pas à dépasser quoi. Donc faire attention sur le terrain mental. Parce que vraiment, et c'est là que la phrase de mon amie sage-femme m'est revenue en me disant fais attention, fais attention à l'aspect psychologique. Et moi j'avais dit bon. On verra ça plus tard, tu sais, c'est pas ma préoccupation première. Oui, mais peut-être que si j'avais porté attention avant, peut-être que je serais pas descendue si bas dans la courbe, peut-être que j'aurais eu besoin de moins de force. Et je pense que ça m'aurait pris moins d'énergie pour me remettre à niveau, en fait, si j'avais compris la spirale infernale dans laquelle la douleur pouvait emmener. Et je pense que je m'en étais pas rendu compte sur le moment de parce qu'on considère souvent que la douleur est que physique. Encore une fois, il y a une classification un peu des choses. Il y a ce qui relève du corps et puis il y a ce qui relève du mental. Et en fait, se rend pas compte qu'il y a vraiment une porosité entre les deux qui est juste énorme. Et en fait, moi, mon but, c'était de traiter la douleur physique. Et j'en oubliais en fait à quel point la douleur, surtout récurrente, et quand je dis récurrente, c'était c'était 3 fois par jour, au moins, ça peut emmener très loin. Et parce qu'en fait, on n'a plus aucune motivation, on n'a plus aucun attrait pour ce qu'on aime faire d'habitude, puisqu'on n'a pas on n'a pas la force. Donc, si j'ai un conseil, c'est vraiment de faire attention à ça. Et de faire attention aussi à quelque chose qui est peut-être encore plus vicieux, qui est peut-être plus évident, mais qui est quand même plus vicieux. Moi, ce qui m'a frappé, c'est deux choses. C'est la perception de la féminité
qui change avec cette maladie-là. Et deuxièmement, la perception de l'intime. Et je vais m'expliquer sur les deux parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans le processus. Je m'en suis rendu compte vraiment un peu après coup. Sur la féminité, en fait, c'est juste que je pense qu'avec cette maladie, on est tenté de rejeter la femme qu'on est. En se disant, mais c'est pas possible, en fait, si j'étais pas une femme, si j'avais pas un utérus, si j'avais pas, j'aurais pas tout ça. Et de voir que ces organes-là ne nous amènent que de la souffrance, que de la douleur. Et du coup, on est vite fait de se dire, et surtout comme quelqu'un comme moi qui est dans une recherche un peu identitaire, de rejeter cette part-là et de se dire, ok, je rejette totalement, je veux pas le voir parce que pour moi, ça n'est que noirceur, ça n'est que douleur, ça m'apporte que des problèmes en fait. Et je pense qu'on peut être tenté de rejeter cette énergie féminine qu'on a. Enfin, de ce qui fait qu'on est femme, cette richesse qui fait qu'on est femme, cette sensibilité aux émotions, voilà. Et je pense que c'est surtout pas le chemin à emprunter. Enfin, là, soyons clairs, soyons clairs là-dessus. Je m'en suis rendu compte assez tôt et je pense que ça s'est fait un peu naturellement dans mon processus psychologique personnel en se disant sur quoi je veux me construire aussi. Bah non, mais moi j'ai envie d'être une femme en fait. J'ai pas envie mais d'être une femme belle dans sa féminité. Enfin, c'est pas mon but, c'était pas de me dire moi j'ai un utérus et j'en veux plus quoi. Donc ça, je pense que voilà, la perception de la féminité change. Et puis quand on se dit, même je pense dans les relations avec les différents partenaires qu'on peut avoir, bah, on peut vite avoir un poids sur les épaules en se disant, bah ouais, mais en fait, non, moi, mon utérus, j'en veux pas. Donc je sais pas comment expliquer parce que c'est vraiment une histoire de ressenti, mais moi, ça m'a vraiment marqué en me disant, je ne veux pas pour autant que cette maladie me mange ma féminité. Je veux Ouais. pas que ça aille contre. Oui, bah oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, tu me dis si c'est bien ça, parce que ça, oui, certaines femmes pourraient rejeter, leur corps pourrait rejeter ça, bah, comme quand on va avoir nos règles. Souvent, on nous dit avant, quand on est jeune femme, enfin adolescente, les règles, ce n'est que souffrance. Bon, on entend souvent ça. Les règles, ça fait mal. Donc on se construit avec ça. Donc quelque part, on anticipe le fait d'avoir mal, alors qu'on n'a pas forcément mal, mais on se construit comme ça. Et naturellement, on commence déjà là à rejeter cette partie féminine. Parce qu'on se dit, ah, mais être une femme, ce n'est que douleur. Il Oui, c'est faut, ça. euh, bah voilà, avoir ses règles. Après, on va nous dire, bah oui, puis quand tu es enceinte, tu souffres. Et puis, il faut prendre soin de soi. Alors déjà, il faut souffrir pour être belle. Même l'épilation et tout ça, c'est de la souffrance. Ouais, Quoi? ouais. Chez la femme, on ramène tout à de la souffrance. Du coup, on se dit, ouais, être un homme, c'est mieux. Mais c'est parce qu'en fait, on se construit tous avec ces phrases-là, tout le monde les répète. Donc tout le monde entretient ça, enfin, tout le monde, la majorité des personnes, enfin, en tout cas de ce que j'observe. Je pense que si on évoluait avec des pensées différentes, on vivrait ces changements de vie différemment. Puis après, il y a la ménopause, où là, c'est encore, c'est Oui. terrifiant, la ménopause. Non, je suis pas là, mais Parler, ça fait c'est pas pas vrai. rêver du tout. Et, et c'est vrai que c'est un bon état d'esprit là ce que tu partages parce que justement en fait oui tu pourrais t'amener à rejeter ton corps à rejeter bah, la femme en fait tout simplement parce qu'en Oui, fait c'est c'est ça. une C'est maladie ça. de femme enfin tu sais, c'est toujours des Mm. maladies de femmes et alors qu'il y a des maladies aussi chez les hommes mais on n'en parle pas différemment c'est très tabou c'est et la femme oui on dirait que ce n'est que souffrance pour elle tout au long de sa vie. Mais je pense que, et en même temps, quand je réfléchis, je me dis, je suis pas sûre que je me serais tournée vraiment vers une énergie masculine pour autant, tu vois, mais j'aurais peut-être été dans un entre-deux qui est encore pire en fait, parce que t'es ni l'un ni l'autre, tu sais très bien que t'es pas homme, tu sais très bien que t'es femme, mais si tu le rejettes pour autant, t'es où? T'es entre deux chaises, quoi. Oui, Et je pense que ça détruit l'image de soi en tant que femme. Et je pense qu'il y a cette part de nous qui a besoin de s'exprimer pour être pleinement celle qu'on doit être. Et je pense que, alors pour autant, je suis pas encore dans cette phase de dire je veux dialoguer avec mon utérus. Enfin, c'est pas du tout, j'en suis pas là. Mais je pense vraiment qu'il faut pas le rejeter. Ça, et j'apprends aujourd'hui même, enfin voilà, même pas plus tard que ce matin, ça m'est arrivé d'avoir une douleur, ben je l'ai pris comme
je sais pas, en me disant, ok, je vais t'écouter, enfin presque une attitude maternante, quoi. En se disant, ok, je t'entends, je t'entends même un peu trop, mais bah, je t'entends et je vais prendre soin de toi. Et Pas du tout dans le rejet. qu'est-ce que ça a changé là, dans la gestion de la douleur? Comment là tu l'as vécu? Bah Et forcément qu'on le vit mieux parce que, alors c'est ce que tu dis dans beaucoup de vidéos, mais à partir du moment où tu te mets dans un état de lutte, t'as l'impression que la douleur revient triple. Parce que, alors déjà, au moment où tu vas baisser les armes, elle va revenir. Et puis deuxièmement, bah, si tu te bats, elle se bat aussi. Donc, je sais pas si c'est un combat égal, mais d'égal à égal, mais en tout cas, si toi tu intensifies ton combat, elle va intensifier la réponse. Donc, c'est un peu, c'est stérile en fait comme combat. C'est le combat du plus fort, mais en soi, c'est la douleur qui va gagner. Je te le dis tout de suite. À ce jeu-là, ça marche pas, quoi. À moins de prendre un cachet ou un truc, enfin, clairement, de complètement annihiler la chose. Mais moi, pour le coup, ce matin, c'est passé sans cachet, sans rien, enfin, voilà, j'ai juste. Encore une fois, c'est l'acceptation aussi, je pense. Dire, ok, j'ai mal, point barre, je t'entends. Qu'est-ce que tu veux me dire par là? Je sais pas encore. J'ai pas noté de changement radical depuis hier soir, mais voilà, en fait, c'est juste. En fait, c'est une paix, je pense. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est de retrouver la paix avec soi-même. Mais alors, je l'emploie souvent, cette expression-là, mais du côté émotionnel. En disant, bah, je suis celle que je suis, je m'accepte, je tolère mes émotions, voilà, mais je tolère aussi ma douleur, contre laquelle je peux pas non plus 100%. Et en fait, de l'accepter, elle va disparaître d'elle-même. Enfin, bon, après, j'ai fait autre chose, j'ai appris le travail, et puis c'est passé tout seul. Mais justement, si j'y ai pu penser, c'est que c'est passé. Mais à être dans cet état de lutte, je pense aussi qu'on entretient la pensée. Et c'est ce que je disais la dernière fois, enfin, au début de la vidéo. Si j'avais pensé qu'au corps, je serais restée dans cette dynamique de douleur. J'aurais pas vu autre chose, en fait. J'aurais pas vu la porte s'ouvrir vers un mieux. Donc là, ce matin, si je m'étais concentrée sur l'idée que, ah là là, j'ai mal, c'est horrible, qu'est-ce que je vais faire et tout, forcément qu'on on se maintient. Alors que là, de la laisser, voilà, elle a fait sa vie, elle est passée. Tout ce que je peux dire, qu'elle est passée. voilà, ça c'est voilà, elle s'est exprimée et puis c'est passé après. C'est vrai que c'est important de partager ça et c'est vraiment ce que j'ai envie de transmettre, c'est l'état d'esprit, ça change tout en fait. Ça change tout. Ah oui. Ah bah oui, oui, non, c'est... Ça dépend Ouais, vraiment et de ça nos devient vite perceptions. pesant. Ça devient vite pesant, en fait, une douleur que tu veux combattre. Oui. Ouais, mais on est éduqué, enfin, c'est ce qu'on nous transmet en fait, c'est ce qu'on nous transmet, on se construit comme ça, on voit ça partout, c'est des panneaux publicitaires, tous en lutte, tous contre, enfin, donc on pense qu'on doit lutter contre des phénomènes naturels. Et non, c'est que Mm. le corps a quelque chose à dire. En fait, autant au niveau de la physiologie, il y a quelque chose qui ne va pas, donc le corps met des mécanismes en route pour rééquilibrer la machine. Et puis, il y a aussi l'aspect émotionnel. Enfin voilà, c'est un ensemble. On ne peut pas traiter l'un sans l'autre, de toute façon. C'est important. Mais parce que du coup, ça fait vraiment écho à la question sur ce que j'ai ressenti au moment du diagnostic. Je pense que même si le diagnostic est lourd à porter parfois, bah voilà, ça reste une maladie, mais je pense que si j'avais pas eu ce diagnostic-là, je serais restée en lutte. Parce que bah voilà, tout le monde me disait bah c'est normal que les femmes souffrent. Ah bah non, mais c'est le stress parce que évidemment je suis quelqu'un de stressé, donc on me disait mais ça peut créer des symptômes. Alors donc on se bat en fait, on se dit bah non mais t'es quelqu'un de stressé, ok, mais alors je vais tout faire pour arrêter cet état de stress. Non mais cette douleur, ok, je l'écoute pas parce que c'est mon stress qui l'a créé. Euh, et je pense que j'aurais pas eu ce diagnostic-là, je serais restée dans cet état de lutte. Et là de l'avoir eu, ça m'a quelque part autorisé un petit peu à me dire, ok, ce n'est pas que moi, enfin c'est moi, mais c'est pas que mon mental, c'est pas que et du coup on rentre beaucoup plus dans de l'acceptation. Enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a aidé, je pense. C'est de me dire, ok, je déraille pas, je déraille pas mentalement, que mentalement, et j'ai le droit d'avoir mal et ça passe aussi par ça. Voilà, c'est Tout à fait. Oui, c'est ça aussi, s'autoriser à, voilà, Mm. un droit Ouais. de, bah oui, d'avoir mal, d'être un peu plus vulnérable à une période de notre vie. Enfin, tout ce qui se passe est Oui, légitime. oui, et de se dire c'est pas grave. Mais moi, parce que non, mais avant je le prenais vraiment. Bah voilà, on est dans une société de la vitesse aussi, donc forcément on se dit oh là là, mais je vais ralentir, je vais.
je vais dépérir, quoi, en gros. Mais non, on fait pas assez l'éloge de la lenteur aussi. Et là, pour le coup, les douleurs forcent à ça. Ok, va plus doucement. Et d'ailleurs, on remarque une explosion des maladies chroniques. Ça invite vraiment enfin, au ralentissement, comme les problèmes de thyroïde Ouais. d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hypothyroïdie. Quand le corps passe comme ça dans un sous-fonctionnement, ça invite à ralentir. Des personnes qui Mm. courent très vite et d'un coup, le corps, comme pour les maladies chroniques en fait. Alors le risque, c'est d'avoir, enfin moi ça m'arrive pas trop, mais c'est d'avoir une déconnexion avec la société. Enfin clairement, si on sort de ce rythme que tout nous impose, ça peut très bien nous aller, nous à titre individuel, mais tout d'un coup on peut sentir qu'il y avait peut-être aussi des relations ou des gens avec qui on s'entendait très bien. Tout d'un coup la relation change parce qu'on n'est plus du tout dans la même dynamique. Le travail peut changer parce qu'on n'est plus dans la même dynamique. Enfin, ça peut avoir beaucoup de répercussions aussi. Et sur la manière dont on se perçoit. Donc après, encore une fois, pour moi, c'est une paix avec soi-même. C'est la clé, je pense, hein, mais Mm. de se dire, bah, c'est comme ça, quoi. La troisième phase, moi, qui m'avait marqué au niveau de la sphère de l'intime, et là, je voudrais mettre un pansement un peu sur le cœur de toutes celles qui se retrouveront peut-être là-dedans. Euh, Ce qui m'a marqué, et ce, dès le départ, alors c'est une phase nécessaire, hein, mais c'est à quel point notre intime est dévoilé dans cette maladie. Enfin, moi, je me suis retrouvée dès le départ, même avant le diagnostic, hein, c'est pas forcément propre à ce moment-là, mais alors, a fortiori après. Mais on se retrouve à avoir des questions sur notre digestion, qui est pas, je veux dire, qui est pas un sujet dont on parle non plus tous les 4 matins avec n'importe qui. On se retrouve à avoir des questions sur nos rapports sexuels. On se retrouve à avoir des questions sur nos douleurs, sur nos manières de gérer, sur nos règles, sur qui sont des sujets, malgré tout, je pense qu'il faut le dire. C'est pas des sujets tabous, moi j'ai pas envie d'en faire des sujets tabous, mais des sujets où ça peut être difficile de parler avec des gens qu'on connaît pas forcément, des gens où on sait pas forcément si on se sent en sécurité en fait. Alors que pourtant c'est quand même des sujets qui ont trait à vraiment la sphère bah, la plus intime possible. Et en fait moi j'ai noté, mais parce que j'accorde beaucoup d'importance à cette valeur de dignité humaine, mais j'ai noté que les deux étaient assez corrélés et en fait d'avoir cette intrusion un peu dans l'intimité, mais qui est pas voulue hein, de la part des médecins. Enfin, je veux dire, moi, s'ils me posent des questions, au contraire, je me dis c'est super parce qu'ils connaissent leur métier. Enfin, je veux dire, ils sont pas complètement à côté de la plaque. C'est justement une maladie qui peut avoir des effets sur la digestion, c'est une maladie qui peut avoir des effets sur les rapports sexuels, c'est une maladie qui peut avoir des incidences un peu partout. Donc, ils posent la question, c'est quand même rassurant. De dire, bon, bah, ils s'y connaissent, ils ont compris que ça pouvait avoir des effets dans ces sphères-là. Euh, donc en soi, j'étais plutôt soulagée qu'il les pose. Mais l'effet inverse, et quand on n'est pas préparé à recevoir ce genre de questions, en fait, on se sent complètement mis à nu dans tous les sens du terme. Et ça peut apporter ce sentiment de dévalorisation. En fait, de plus avoir de jardin secret, de ne plus avoir cette espèce d'écran qu'on peut vouloir quand même maintenir avec les gens. Enfin, je veux dire, à juste titre, hein, je me retranscris pas derrière des murs infranchissables, mais il y a quand même des limites qu'on cherche à maintenir. Et en fait, moi, je me suis retrouvée à ressortir de consultation, à me dire, mais en fait, ils connaissent tout sur moi. Ils m'ont vu dans tous mes aspects, ils connaissent tout, même les aspects dont j'ai peut-être même pas parlé à mes meilleurs potes. Et en fait, ça m'a vraiment de revenir chez toi et de te dire, en fait, les gens que je viens de voir connaissent plus peut-être que ceux avec qui je vis, quoi. C'est, je sais pas, je sais même pas comment expliquer, mais c'est quelque chose sur lequel je voudrais alerter aussi pour celles peut-être qui commencent le chemin avec l'endométriose, qui vont commencer les rendez-vous médicaux, voilà, c'est de faire attention. Mais je dis faire attention, je dis pas ça dans un sens diabolisant, c'est pas mon but. Mais en tout cas, peut-être d'alerter sur le fait qu'il va y avoir ces questions, sur le fait que ça peut être dur à supporter, être prête à répondre à ce genre de questions et à se dire que c'est totalement OK, parce qu'en plus, les médecins, eux, c'est leur quotidien, donc en soi, ils se fichent des réponses. Enfin, c'est pas qu'ils se fichent des réponses que tu vas donner, mais toi, à l'échelle individuelle, t'as l'impression qu'il y a que toi qui vis cette situation. Il y a que toi qui est atteinte dans ton intimité. Il y a que toi qui va parler de ça. Alors que c'est pas vrai. Pour eux, c'est le quotidien et tu es juste l'objet de leur diagnostic médical et de leur orientation et de tout ça. Mais voilà, moi je travaille sur un peu ma dignité. Alors ça fait très bizarre de dire ça, mais je me reconstruis en fait mon image dans l'intimité qu'on est venu un peu violer, mais violer sans vraiment d'intention. Parce que je disais, les médecins ils font pas ça ils font pas ça contre nous.
mais ça peut être une partie, je trouve, qui est difficile à supporter dans la maladie, et surtout quand on enchaîne les rendez-vous médicaux au départ, au début du processus, quand on a tous les médecins qui s'enchaînent, gynécologue, gastro-entérologue, médecin généraliste, spécialiste endométriose, c'est des questions qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent, et on se dit j'en ai marre. J'en ai marre et j'aimerais maintenir ces barrières un petit peu, mais je peux pas. Donc c'est voilà, c'est juste alerter aussi sur. On est toujours sur le côté mental, mais bah, d'être prêt à supporter ce genre de questions. Et je tiens à dire que c'est pas pour ça que vous perdez votre valeur intrinsèque. Enfin, c'est pas ça qui fait perdre la dignité, mais malheureusement, ça peut avoir un effet. Et merci pour ces conseils, ça fera du bien aux personnes qui nous écouteront, parce que c'est vrai que c'est important, on peut vite se sentir, bah, quand on va voir, oui, un gynéco, quand il faut dévoiler sa vie, quand il faut se mettre à nu, parce que c'est le médecin qui nous voit nus aussi, Non, donc mais c'est pour ça que j'ai dit une mise à nu des deux oui, côtés, à oui, la fois physique, à la fois mentale. C'est c'est vrai que c'est et enfin, j'ai pas pour autant de mal forcément. Enfin, j'ai pas eu peur de la nudité. Enfin, je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont plus réservés là-dessus. Mais même en n'étant pas comme ça m'a atteinte. Donc, a fortiori, les gens qui se retrouvent, enfin, qui sont un peu peut-être ou qui ont des tabous et tout ça, ça peut vite être difficile à supporter. Alors, mon témoignage, du coup, il est un peu raccourci par le fait que ça fait que 4 mois que j'ai été diagnostiquée, mais je voudrais aussi montrer que voilà, même en 4 mois, on peut arriver à faire des choses. Enfin, c'est oui, ça peut aller parce que vite aussi. souvent, oui, mais parce que souvent, on voit, enfin, souvent les témoignages que j'ai vus, c'est des gens qui en sont sortis entre guillemets, parce qu'on en sort, voilà, c'est une maladie chronique, on le sait, mais c'est des gens qui, globalement, ça fait au moins un an, voire plusieurs années que le diagnostic est tombé. Ils ont vu plusieurs médecins, ils ont tenté plein de choses. Moi, j'ai pas testé l'ostéopathie, j'ai pas testé l'acupuncture, j'ai pas testé la kiné, j'ai rien testé de tout ça. Et malgré tout, on peut aller mieux. On peut arriver à trouver au moins voilà, on touche le fond, mais on rebondit, quoi. Et en 4 mois. Voilà. Oui, et encore, alors, tu as eu le diagnostic, ça s'est fait en 4 mois, mais tu as eu 7 ans d'errance quand même. Oui, Enfin, oui. Non, mais oui, évidemment. Mais ce voilà. que je veux dire, dans les solutions, bah, je veux dire, je fais pas partie de ces gens qui témoignent et dire j'ai tellement cherché, j'ai rien trouvé. Parce que enfin, ça fait 7 ans que je cherche, mais sans chercher, puisque j'étais pas certaine du diagnostic. Donc, tu peux pas chercher avec précision, c'est pas vrai. Donc, moi, je prends là, pour le coup, pour juste cette réflexion-là, le départ du diagnostic en se disant, j'ai pas un parcours médical hyper fourni. J'ai pas testé je ne sais combien de méthodes pour aller mieux. Et finalement, il y a un truc magique qui m'a sorti de tout ça. Comme quoi, on peut s'en sortir aussi sans que le médical. Et puis bah, non, on peut arriver par soi-même aussi à faire des choses et l'alimentation reste la clé pour moi. Mais voilà, même en 4 mois, c'est juste pour celles-là qui souffrent et qui on voit pas le bout. En 4 mois, on peut y arriver. 4 mois, mais ça fait un mois et demi que ça va mieux, donc 2 mois et demi quoi. Oui, en plus. Et le changement passe par toi. C'est bien ce que tu disais, c'est important de le Oui, souligner parce que c'est toi qui oui, mets les changements en place, en fait. Enfin, que ce soit en naturo, le psy ou le médecin, en fait, bah, nous sommes tous des béquilles, en fait, extérieures. Et toi, tu viens et puis bah, après, tu mets les changements en place nécessaires. Donc, effectivement, le changement oui, je pense passe. qu'il faut, oui, oui, il faut une démarche proactive quand même à la base. Enfin, je veux dire, ça peut pas se subir. C'est pas possible. Ou en tout cas, ça subira un temps, mais les efforts tiendront pas. Mm. Mais si on est vraiment prêt, si on a vraiment envie, bah, oui, si on est prêt à faire le nécessaire pour aller mieux, il y a vraiment des belles portes à ouvrir. Vraiment. Merci pour ton témoignage, Marion. C'était très Bah, merci à toi, enrichissant. Mathilde, de m'avoir laissé parler de tout ça, parce que c'est nouveau pour moi, j'ai jamais témoigné là-dessus, et a fortiori, voilà, ça fait que 4 mois. Mais c'était vraiment une super expérience, et j'espère surtout que ça aidera d'autres femmes. J'espère aussi. Bah, t'es la troisième avec qui je fais une interview sur le sujet. Décidément, bah, depuis Chloé, en fait, ça a ouvert une porte et je sens que la parole a besoin d'être libérée sur ce sujet et c'est vraiment bien. Enfin, j'ai interviewé 3 profils différents. Ça permet aussi aux femmes, en fait, de voir un petit peu comment ça peut se passer parce que c'est vrai que quand on vous écoute toutes les 3 parcours sont différents. Les symptômes, alors, se ressemblent, mais sont vécus différemment. C'est pour toi, ça allait plus vite que pour les filles. Enfin, il y a plein de choses qui sont même l'entourage, tout ça. Enfin, tout est différent. Donc, c'est très enrichissant d'avoir différents parcours. Ça permet justement de ne pas se sentir folle. C'est-à-dire, il n'y a que moi qui est comme Exactement. ça. Je suis folle. Non, non, mesdames, vous n'êtes pas folle.
Mais c'est ce que j'ai dit au départ, c'est pour ça le diagnostic a pour moi été la révélation de me dire, ok, c'est pas moi qui diverge. C'est pas Donc non, vous n'êtes pas folle et je pense que c'est aussi un aspect de la paix que j'ai pas souligné, mais c'est de se dire voilà, j'ai peut-être jamais entendu ce témoignage-là, mais c'est le mien et il est tout aussi valable et de pas se diaboliser en disant oh là là, mais je suis hors des clous, il y a pas de clous en fait. Tout à fait. Cette interview touche à sa fin. Si vous vous reconnaissez dans ce type de témoignage, si vous aussi vous avez envie de partager votre parcours, vous pouvez me contacter. J'interroge tout le monde. Si vous souhaitez partager ce contenu à quelqu'un à qui ça ferait du bien d'entendre ce message, allez-y. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre son actualité. Merci Marion pour ton partage. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à bientôt.